c'est à La Rochelle. On l'a vendu aux Chinois, qui l'ont délocalisé en Chine et qui ont ensuite assuré, en déployant ces techniques, la maîtrise mondiale du raffinage des matériaux critiques qui était en France et qu'on essaye, je crois, modestement de rattraper aujourd'hui. Donc, on a fait beaucoup d'erreurs, c'est pas perdu. Vous devriez auditionner quelques hauts responsables administratifs français qui vous diront, comme ils me l'ont dit, qu'avec une vraie volonté, en 4 ans, je dis bien en 4 ans, on peut restaurer une souveraineté dans le raffinage des matériaux critiques. Alors qu'on dit c'est perdu, on dépend des Chinois, mais c'est pas perdu. C'est une question de volonté. Donc, il nous manque le numérique et les matériaux critiques qui sont liés l'un à l'autre. En dehors de ça, nous sommes plutôt en première division et de loin. Merci d'avoir cité ce livre sur la fraternité, en effet, mais déjà dans ce livre, je disais que fraternité supposait l'altruisme intéressé, puisque la fraternité, c'est l'alliance de la liberté et de l'égalité qui suppose justement l'altruisme intéressé. Donc c'est le même concept, en fait. C'est le même concept. Et je n'ai pas changé sur ce point. Tu veux dire ? Malgré tout, c'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Non, c'est pas. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et sans doute puis-je élaborer davantage, que la prise de conscience de l'importance de l'altruisme intéressé est en train de grandir. On s'en est rendu compte concrètement, quand je disais tout à l'heure qu'on a intérêt au bien-être des générations futures, c'est de l'altruisme intéressé. Quand on s'est rendu compte qu'on avait intérêt à ce que tout le monde soit vacciné pour se protéger, c'est de l'altruisme intéressé. Quand on se rend compte qu'on a intérêt à ce que les autres ne polluent pas pour que nous ne soyons pas victimes d'un changement climatique catastrophique, c'est que le monde est unique. Nous avons intérêt à ce que nous avons intérêt au bien-être des autres. C'est ça la fraternité. Et progressivement, les malheurs du monde nous font prendre conscience de cela. Comme la superpuissance américaine nous fait prendre conscience que nous avons intérêt à nous unir. C'est les malheurs qui nous amènent à prendre conscience des nécessités, mais cette prise de conscience, même s'il y a une très forte demande d'individualisme, qui à mon avis est une demande de très court terme, qui est contradictoire. S'il n'y avait que de l'individualisme, on n'aurait pas réglé le problème du Covid. On n'aurait jamais réglé. On ne l'a réglé que parce qu'on a eu une conception globale. Qu'est-ce qui manque à l'Europe pour être une puissance? Il manque d'abord une armée et une industrie militaire et une industrie duale. Et donc, comme il ne peut pas y avoir d'armée sans pouvoir politique, il nous manque un pouvoir politique. Les Européens ne le décideront pas tout seuls. Je pense que nous avons une grande chance, c'est M. Trump. M. Trump est une chance pour l'Europe. Il nous fait prendre conscience de cette phrase très simple que je répète un peu dans le désert avec quelques autres depuis 20 ans. Nous sommes seuls. M. Trump n'est pas le premier. M. Obama nous avait laissés tout seuls aussi. François Hollande s'est trouvé tout seul, comme d'ailleurs François Mitterrand s'était trouvé tout seul dans des circonstances voisines quand il s'agissait de faire quelques opérations antiterroristes où les Américains nous avaient laissé tomber au dernier moment. Nous sommes seuls. Bon. On va finir par entendre cette phrase, nous sommes seuls. Si on l'entend, quand on est seul, soit on se terre dans son lit en mettant les oreillers sur la tête, soit on commence à organiser la défense. Je pense que M. Trump fonctionne comme un éveil. Alors évidemment, il y a toujours ceux qui vont dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je serais mieux en étant avec M. Poutine ou je serais mieux avec M. Trump en essayant d'être... Bon, c'est l'adolescence qui préfère soit être dans les jupes de sa mère ou adulte, quoi. On en est là. Moi, je pense que l'Europe ne peut s'en sortir qu'en prenant conscience de sa nécessité d'une intégration militaire. Oui, Vincent, vas-y. Oui, merci pour tous ces éclairages. Et sur le dernier, là, à la fois sur l'Europe, moi je partage bien sûr le point de vue qu'il faudrait que l'Europe soit une force militaire et même industrielle beaucoup plus importante qu'elle n'est aujourd'hui, que Donald Trump est sans doute une chance pour nous, effectivement, parce qu'il a déjà commencé à secouer un peu l'Europe et je pense que l'Europe a besoin d'être secouée. Nos vieilles nations ont besoin d'être secouées.
vous parlez de la crise de des démocraties, hein, d'une façon générale. Vous dites qu'il faudra qu'elle soit la plus courte possible. Vous pensez que le plus court possible, ça peut être quoi? C'est 20, 30 ans? Au bout de combien de temps elles vont réussir quand même à sortir Je la vais tête vous de l'eau? répondre. Je ne veux pas oublier le fait qu'il y a un grand risque aussi de ce qu'on se couche et qu'on perde. La question d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est sauvera-t-on l'Ukraine en abandonnant le Groenland? C'est une grande question. Je pense qu'on risque de perdre les deux. Et qu'à force de dire oui, oui, vous avez raison, merci beaucoup, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est quitté par une femme ou une femme par un homme et qui fait comme s'il n'avait pas entendu. Non, mais tout va bien. Non, mais, bon, on est dans cet état d'esprit aujourd'hui. On n'entend pas quand les Américains nous insultent, nous humilient, quand ils disent qu'on n'a pas d'autres armes que des chiens de traîneau. Il faut commencer à entendre. Et l'humilié qui ne répond pas à l'humiliation court le risque certain d'être humilié davantage. Donc, c'est la première chose. Combien de temps ça a duré, j'en sais rien. Quand ça a commencé en 1900, la dictature en Europe, elle aurait pu être évitée au XXe siècle. Elle a commencé quand? Elle a commencé en 1922, peut-être, par Mussolini. Peut-être, peut-on dire, en 1917 par les Russes, même s'il y avait au début, avec la NEP, quelques espérances, mais disons 1921, 1922, les Russes et les Italiens. Puis ensuite, comme on sait, les Allemands, et on n'est pas passé loin aux États-Unis, puisqu'il y avait aussi un mouvement isolationiste et pro-nazi qui n'était pas très faible dans cette démocratie. Magnifique démocratie qui nous a sauvés et à qui on doit, encore une fois, une reconnaissance infinie. Est-ce que ça durera on peut dire 30 ans, comme au XXe siècle, ou plus si on compte tout ce qui s'est passé à l'est de l'Europe, c'était jusqu'en 90, pour retomber ensuite pour une partie d'entre eux. Je n'en sais rien. Ça m'amène à cette métaphore que j'utilise souvent. On n'est pas des spectateurs du match, on est des joueurs du match. Et qu'un joueur du match, il n'a pas à se poser la question de savoir s'il est optimiste ou pessimiste, il doit jouer le match. C'est à nous à jouer le match et à gagner le match. Ça peut durer un siècle, ça peut durer 2 ans, si on s'y prend bien. Si on a, en France, l'année prochaine, un président pro-européen, soucieux de nous mettre en état de marche, conscient de l'importance d'une Europe intégrée, ayant les moyens d'une force, d'une société socialement juste donnant tous les moyens à la jeunesse, la France restera le leader. Si on a un président français frileux, anti-européen, faisant valoir ses accointances pro-russes, ça durera plus longtemps. À plusieurs moments, finalement, on sent un peu un conflit entre le temps court et le temps long. Tout à l'heure, par exemple, quand vous donniez l'exemple de on prend conscience que le bien-être collectif a aussi une influence sur notre bien-être personnel. Dans la question des vaccins, on voit bien que c'est du temps court. Quand on vaccine, on voit bien les conséquences tout de suite. Quand on se dit effectivement, si j'ai des actions pour essayer de diminuer mon empreinte carbone, ça évitera d'accentuer le réchauffement climatique, on est quand même sur des conséquences qui sont plus sur du temps long. Quand vous posez la question de va-t-on sauver l'Ukraine en abandonnant le Groenland, on sent bien que là c'est une question presque de l'imminent, alors finalement les outils que vous nous présentez comme étant nécessaires sont plutôt sur du temps long, enfin en tout cas sur une échelle de temps qui n'est pas compatible avec cette réponse que nos dirigeants auront peut-être à faire au cours de ce trimestre, même si je n'ai pas dit que je le souhaitais, mais quand on regarde là juste ce qui se passe dans les dernières heures et derniers jours, donc comment est-ce qu'on peut arriver à réconcilier en fait ces différentes échelles? Ce problème s'est posé souvent dans l'histoire. Quand les généraux français ont été voir ce qui se passait pendant la guerre d'Espagne, 1938, et qu'ils ont compris, avec 15 ans de retard, que la guerre se jouait sur l'aviation, qui sont rentrés en disant il y a 15 ans qu'on aurait dû mettre des avions, mettons des avions, c'était trop tard, la guerre était perdue. Il y a un moment où c'est trop tard. C'est trop tard, et il a fallu l'intervention des Américains et des Russes pour nous sortir d'affaire. Donc, moi, je ne crois pas qu'on soit en 38. Je ne crois pas que ça soit perdu.
Je crois qu'on a encore le temps mais il faut en prendre conscience. Et pour ça, il faut que la classe politique joue son rôle de pédagogue, qu'elle explique tout ce qu'on vient de se dire, qu'elle explique que c'est pas trop tard, qu'il faut pas jouer chacun de son côté, qu'il faut se mettre ensemble, avec plein de sirènes, de fausses nouvelles, de gens qui vont nous tenter de nous diviser. Mais il faut savoir que nous avons un extraordinaire privilège, enfin, pour tous ceux d'entre vous, et je sais que vous êtes tous dans cet état d'esprit, vous connaissez le monde et vous voyagez, vous savez l'incroyable privilège que nous avons d'être Européens et qu'il faut se donner le moyen de nous défendre, sinon c'est perdu. Donc, vous avez une fonction pédagogique, vous pouvez glisser dans les textes, vous pouvez applaudir le Conseil constitutionnel, encourager le Conseil constitutionnel, mais même introduire dans la Constitution une phrase encore plus explicite. Toute décision contraire à l'intérêt des générations suivantes sera considérée comme inconstitutionnelle. Ça forcera vous à vous poser la question de savoir si les textes que vous discutez sont conformes à l'intérêt des générations. Ça forcera à donner davantage de moyens à vos instances analytiques qui essaieront de voir si un projet de loi est conforme à l'intérêt des générations futures, en sachant qu'on peut se tromper, mais au moins on l'aura étudié. C'est ainsi que vous allez vous contraindre à prendre des décisions conformes à l'intérêt des générations futures. Et je pense que d'ailleurs les maires peuvent plus facilement le faire parce qu'ils ont davantage de temps, qu'ils ne sont pas renversés toutes les semaines et qui peuvent le faire un peu mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a moins de critiques à faire à la gestion de long terme des mairies qu'à la gestion de long terme de l'État. Je pense qu'il doit rester 5 minutes Okay. si on veut rebondir, réagir. Juste une petite réaction. Est-ce que vous pensez au contraire que le principe de précaution, c'est pas quelque chose qui nous stérilise un peu? Le principe de précaution, nous l'avions regardé en détail dans la commission que j'avais présidée en 2007-2008, et nous avions demandé qu'il soit appliqué d'une façon plus stricte. C'est-à-dire que le principe de précaution doit remettre en cause des actions qui ont une influence irréversible et pas une influence réversible. Or, on a glissé et on applique le principe de précaution à des actions réversibles. Une action réversible n'est pas susceptible, ne devrait pas être susceptible de voir s'appliquer le principe de précaution. Or, on l'applique pour cela. Donc, le vrai principe de précaution, c'est-à-dire interdire toute action irréversible, oui. Mais il faut encore démontrer qu'elle est irréversible. Je vous remercie. Jean-Jacques, tu n'avais pas... Oui, juste un mot. Christine, tu parlais de temps long. Est-ce que c'est du temps long qu'il faut ou un dos au mur plus fort? Parfois, quand on est dos au mur, c'est pour une autre métaphore. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand on est dos au mur, c'est pour être fusillé, c'est trop tard. Oui, mais sur le Covid, on avait le dos au mur. Et des choix ont été faits et rapidement et d'une manière qui, semble-t-il, a été efficace et efficiente. Oui, parce qu'on a eu une convergence de circonstances. D'abord, il continue des gens qui m'écrivent pour m'insulter parce que j'ai, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, été pour le vaccin en me disant qu'on était des assassins. Et ensuite, on a eu une série de convergences. Le fait que le vaccin était disponible, qu'il était efficace et que ça a marché. Mais il y a un moment où c'est trop tard. On peut être dos au mur et c'est trop tard. Là, c'était un cas où on était dos au mur et c'est pas trop tard. Sur le climat, on est dos au mur et c'est pas encore trop tard. Mais c'est pas loin. C'est pas loin. La biodiversité est en train de décliner de façon massive, je n'ai pas besoin de vous dire, mais enfin, c'est terrifiant ce qui se passe. L'artificialisation des sols, c'est un scandale, c'est effrayant ce qui se passe. Et toutes les décisions récentes qui ont été prises sont catastrophiques. Donc, il y a des moments où on est comme la grenouille dans la casserole, hein. Ça chauffe et on ne le voit pas. Par contre, parfois, comme dans le cas du Covid, c'est très brutal, c'est blanc ou noir, c'est manichéen, donc on agit. C'est pas trop tard, mais c'est pas trop loin, c'est pas très loin. Merci beaucoup. Eh ben non, merci beaucoup à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Avec plaisir.
plaisir. Et on va repartir avec de nouvelles réflexions pour alimenter aussi nos auditions futures. Merci. Merci.